N'hésite pas à participer également pour les personnes qui seraient en ligne. N'hésitez pas à vous manifester. Merci d'être venu jusqu'à Neuchâtel. Au plaisir. Et puis, je te passe la parole. Merci. Merci beaucoup Marie et l'Université de Neuchâtel pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de pouvoir partager non seulement sa propre recherche, mais aussi de pouvoir discuter de ces enjeux qui continuent à être très présentes et qui sont quand même très important aussi de pouvoir continuer à sensibiliser et justement à en parler pour fomenter la sensibilisation. Donc, dans ma présentation aujourd'hui, je vais tout d'abord parler de la contextualisation du projet, donc basiquement le projet qui m'a amené à concevoir l'outil du violentomètre. Et je vais parler aussi du choix de l'outil du violentomètre et de comment cet outil a été conçu. Je voulais commencer avec juste les définitions parce que on parle de violences sexistes et sexuelles, on parle d'harcèlement. Alors moi j'ai mobilisé dans ma thèse la définition, j'ai parlé de violences de genre au milieu universitaire. Donc chaque fois que vous voyez VGMU, ça va être violence de genre au milieu universitaire. Le terme de violence de genre, pour moi, je l'ai employé pour considérer une pluralité d'actes de nature psychologique, physique, sexuelle qui vient sanctionner des transgressions de l'ordre sexuel et permettre de réaffirmer la dimension structurelle des rapports de pouvoir qui sont les rapports de genre. Donc, j'ai utilisé la définition de Marie-Hélène Ibert. Et en fait, cette définition me permet vraiment d'articuler les différents rapports sociaux de sexe à l'œuvre dans les situations de violence interpersonnelle, mais elle me permet aussi de rendre compte d'autres types de violences, comme les violences qui sont vécues par les personnes étudiantes des minorités sexuelles de genre. Et pour ce qui concerne la partie en milieu universitaire, donc je me suis basée sur la définition de l'étude ESIMU qui a été menée au Québec en 2016. C'est des violences de genre commises par une personne appartenant au milieu universitaire envers une autre personne affiliée à la même institution. C'est l'affiliation à l'institution qui fait foi et pas le lieu où ces violences se produisent. Parce que c'est vrai que on a beaucoup de ces violences qui ont lieu en dehors de l'institution, des lieux physiques de l'institution, et qui des fois l'institution peine un peu à reconnaître comme telle. Donc ici, ce que j'ai vraiment voulu mettre en évidence et souligner dans le cadre de ma thèse, c'est vraiment l'affiliation. Tant de la victime comme de la personne qui commet les gestes. Je voulais commencer avec une citation, donc une citation qui vient d'un entretien que j'ai eu avec Iris, qui Iris me dit lors de notre entretien, du coup j'avais l'impression d'être de retour au début du collège. C'était assez bizarre justement de vivre ça à l'université. Enfin, des comportements qu'on n'attendrait pas. En fait, je m'attendais pas à voir un truc aussi explicite. Autant j'ai tellement l'habitude de le vivre au travail, que mes collègues me disent des conneries, qu'ils m'effacent des blagues homophobes. Mais à l'université, ça me figeait beaucoup plus. Parce que vraiment, c'était un univers dont l'identité est un peu contraire à tout ça. Donc, ce qu'on peut lire dans le propos d'Iris, c'est un étonnement de se rendre compte qu'à l'université, elle subit les mêmes gestes de violence qu'en fait, dont elle était victime au collège, mais qu'elle subit aussi en dehors du cadre universitaire. Et ça, c'est parce que, en fait, dans l'imaginaire collectif, on a l'idée que l'expérience universitaire, c'est une expérience qui prépare les jeunes à la vie adulte, qui offre une période de semi-autonomie, dans laquelle les personnes peuvent apprendre davantage sur elles-mêmes, donc peuvent explorer librement leur identité, découvrir leur intérêt en termes de travail, en termes aussi de préférences identitaires. Mais il y a aussi cette croyance naïve qu'un niveau d'études élevé suffirait pour supprimer toutes les violences de genre. Mais comme on l'a vu dans la citation de Iris, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a une continuité de comportements de violence de violence de genre qui se reproduisent, les gens ont vécu, par exemple, dans leur éducation antérieure à l'entrée à l'université, ou qui vivent aussi dans le cadre du travail et qui se reproduisent tant dans les études que aussi dans le cadre du travail pour les personnes qui travaillent à l'université. Donc, ces témoignages viennent de mon projet de thèse
qui a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est mesurer les violences de genre en milieu universitaire entre personnes étudiantes à l'Université de Genève et leur lien avec d'autres formes de violence. Évaluer les conséquences des violences de genre en milieu universitaire sur les parcours universitaires des personnes étudiantes qui subissent ces violences et explorer les facteurs institutionnels qui encouragent et renforcent les comportements violents afin de développer des pistes d'intervention. Donc ça, c'est les 3 objectifs de ma thèse. J'ai mené j'ai procédé par une approche en méthode mixte. Donc, la première partie de ma thèse, c'était une enquête sur échantillon en ligne qui a eu lieu entre avril et juin 2021. Donc, j'ai envoyé mon questionnaire à toutes les personnes étudiantes de l'Université de Genève, sauf la faculté de médecine, parce que en fait, en médecine, ils ont une autre configuration. J'ai obtenu 1823 réponses et après nettoyage de la base de données, c'était 1321 réponses exploitables. J'ai récolté 192 récits d'expériences qui étaient récoltés dans le cadre d'une question ouverte que j'ai posée au sein du questionnaire qui demandait aux gens si ils avaient envie de partager leur expérience de violence vécue à l'université. Et à la fin de mon questionnaire, je demandais aux personnes s'ils voulaient participer à un entretien. Au début, j'ai eu 73 personnes qui ont donné leur accord. Finalement, ça a été 42 étudiants et personnes étudiantes qui ont participé aux entretiens que j'ai fait entre septembre 2021 et février 2022. Et les entretiens étaient séparés, les personnes étaient séparées en 3 groupes. Donc, les personnes étudiantes qui avaient vécu des violences et avaient produit un récit d'expérience. Les personnes étudiantes qui avaient vécu des violences mais qui n'avaient pas produit un récit d'expérience. Et les personnes étudiantes qui avaient déclaré ne pas avoir vécu de violence et qui, voilà, ils n'avaient pas non plus produit un récit d'expérience. Et en fait, ces 3 modalités d'entretien, juste à changer un peu le protocole d'entrée à l'entretien. Mais c'était pour moi intéressant aussi d'avoir le 3e groupe parce que, en fait, dans les cadres des entretiens, je me suis rendu compte en plusieurs occasions que beaucoup de personnes qui avaient dit qu'elles n'avaient pas vécu de violence, au fur et à mesure qu'on procédait avec l'entretien, ce qui ressortait, c'était des épisodes de violence qu'ils avaient vraiment vécu. Donc, c'était important pour moi vraiment Et je reviens sur cette 3e partie parce que ça a été un peu là que j'ai commencé à réfléchir à comment je pourrais faire le violentomètre, mais je tiens ça pour la suite. Mais voilà, donc ça, c'était les 3 groupes des participants à mes entretiens. En ce qui concerne les catégories de violences que j'ai utilisées dans le cadre de l'étude, il s'agit de harcèlement sexuel, donc c'est les comportements verbaux et non verbaux qui se traduisent par des attitudes insultantes, hostiles et dégradantes, et les comportements sexuels non désirés, donc tous les comportements verbaux et non verbaux, offensants, non désirés, non réciproques, qui incluent la tentative de viol et l'agression sexuelle. Ces 2 catégories, en réalité, je les ai tirées d'une étude des SIMU. En fait, c'est l'enquête sexualité, sécurité et interaction milieu universitaire qui a été réalisée en 2016 dans 6 universités québécoises francophones. Et cette étude avait une 3e catégorie d'analyse. En fait, c'était la coercition sexuelle que j'ai enlevée de mon étude parce que comme mon étude se centrait vraiment sur les violences entre personnes étudiantes, la coercition sexuelle prévoit aussi une domination hiérarchique. Mais je l'ai enlevé du questionnaire, mais par contre, ça est ressorti dans les entretiens et c'est aussi pour ça qu'il y a des éléments de coercition sexuelle dans le violentomètre. En ce qui concerne les résultats, donc pour les personnes qui ont rapporté, qui ont participé à l'étude, ils ont rapporté, le 59% a rapporté avoir subi des violences de genre en milieu universitaire, 57% du harcèlement sexuel et 26% des comportements sexuels non désirés. En plus, j'ai regardé combien les violences en termes de combinaison d'actes. Et donc, on a le 56% des personnes ayant vécu des violences qui ont vécu que du harcèlement, 4% qui ont vécu du comportement sexuel non désiré, mais 40% qui ont vécu et du harcèlement et des comportements sexuels non désirés, ce qui montre quand même que ces gestes s'inscrivent vraiment dans un continuum de violence, que ce n'est pas juste des gestes isolés, mais que c'est vraiment un problème
plus profond, plus structurel et qu'il faut le traiter comme tel. Pour ce qui concerne les différents gestes, le geste le plus répandu, il s'agit des blagues d'histoire ou des blagues sexuelles. Donc, c'est ainsi, 7% des personnes ont répondu avoir vécu ça. Le deuxième, c'était des regards inappropriés. Le troisième, c'était des remarques désobligeantes. Et dans le cadre du harcèlement, le geste qui a été le moins évoqué, c'était les rumeurs sexuelles sur Internet ou de vive voix, mais qui est quand même un pourcentage non négligeable de personnes ayant déclaré ça. Pour les comportements sexuels non désirés, les comportements les plus répandus, il s'agit d'invitations répétées, de tenter d'établir une relation intime ou sexuelle avec vous. Il y a presque 43% des personnes qui ont répondu avoir vécu ça. Et aussi, voilà, si on prend le cas de viol, c'est 7% des personnes ayant déclaré avoir vécu de agression sexuelle, viol, dans le cadre de leur étude universitaire. Pour le pourcentage des personnes en termes d'identité de genre et orientation sexuelle, donc là je parle en termes absolus, donc les personnes qui ont été exposées le plus, c'est des femmes hétéros, suivies par les femmes non hétérosexuelles. Les hommes hétéros ont suivi, et ça se peut expliquer parce que en fait c'était très intéressant comme donnée pour moi, donc j'ai bien regardé, et en fait beaucoup d'hommes hétéros ont mentionné avoir entendu des blagues. Donc, ce qui parle un peu aussi du type de socialisation qu'il y en a entre les différents groupes. Et finalement, les hommes non hétéros et les personnes de minorité de genre, je parle en termes absolus. Après, si on regarde l'intragroupe, on se rend compte que qu'il y a plus d'hommes non hétérosexuels qui ont vécu au moins une fois de violences de genre, que parmi les femmes non hétérosexuelles ont vécu plus de violences par rapport aux femmes non hétérosexuelles, et parmi les minorités sexuelles, il y a quand même 60% des personnes de minorités sexuelles qui ont vécu au moins une fois, des minorités de genre, pardon, qui ont vécu au moins une fois des violences de genre. Les caractéristiques des personnes ayant commis les gestes, donc dans les 76% des cas, il s'agit d'hommes. 23% des personnes ont répondu avoir subi ça de la part des femmes, et juste 1% des personnes ayant répondu qu'il s'agissait d'une personne non binaire. Pour les conséquences, donc la majorité des personnes, ils ont déclaré ne pas avoir vécu de conséquences, et parmi les conséquences les plus évoquées, on trouve des conséquences sur les habitudes de vie. Donc, par exemple, l'arrêt d'aller à certains endroits, de fréquenter les réseaux sociaux, par exemple. On a aussi 19% des personnes qui ont subi des conséquences académiques, donc dans les difficultés dans le cadre des études, dans les activités. Ils ont aussi des personnes qui ont changé du cours de programme et qui ont même eu l'intention de décrocher de l'université. Et finalement, 17% des personnes qui ont eu des conséquences sociales en termes de relations. Donc, ils ont eu des changements d'attitude envers des autres personnes étudiantes. Ici, en fait, j'ai regardé aussi combien, parmi les personnes qui avaient vécu de conséquences, combien de personnes avaient vécu plus qu'une conséquence. En fait, il y a le 50% des personnes qui ont déclaré avoir vécu une conséquence, des conséquences, ils en ont vécu plus qu'une. Donc ça aussi, c'est important de relever. Ici, en fait, je vous montre quelques verbatims par rapport aux conséquences. Là, Mona parle de conséquences sur les habitudes. Donc, elle explique qu'il y a de nombreuses reprises. Quand je le croisais, il tendait les bras vers moi. Je ne savais pas quoi faire. À chaque fois que j'acceptais de faire une sorte de câlin, une fois ou deux, dans ces câlins, il m'a fait une sorte de bisou volé. Ça m'a mis très mal, et j'ai mis en place plein de comportements d'évitement pour ne pas avoir à le croiser.
j'attendais avant de sortir de la salle ou avant les cours, ou alors je sortais le plus vite possible. Je m'arrangeais pour être avec mes amis tout le temps, etc. Donc ici, on peut voir vraiment toutes les stratégies d'évitement qui ont été mises en place par Mona pour éviter le camarade qui la harcelait. Camarade il était dans tous ses cours en fait, et qui a quand même eu comme impact un changement d'habitude de vie. Et le fait, dans la suite de l'entretien, elle explique aussi comme cela a un impact aussi sur son rendement, sur les cours en fait, parce que le fait qu'elle devait soit arriver plus tard en cours, soit partir avant, ou soit faire attention quand même tout le temps à être entourée par des personnes, ça lui prenait énormément d'énergie, ce qui faisait que sa concentration et a eu des conséquences aussi sur académique. Ici, il y a Rose qui parle de ce qui s'est arrivé dans le cadre de sa classe qui l'a poussé en fait à abandonner son parcours, à changer de parcours académique. Donc, les garçons de cette classe ont pensé que ce serait une bonne idée de nous draguer à chaque pause. Au début, je ne prêtais pas attention, persuadée qu'ils voulaient juste créer des amitiés en vue des travaux pratiques. Et cette attitude de ma part les a confortés à continuer leur jeu. J'ai eu droit à des cours de guitare forcés, on me prenait mes mains, des câlins forcés à cause d'un jeu de paris entre eux, un vol de mes lunettes car je n'exprimais pas assez mes sentiments à l'autre partie. Je suis partie de cette faculté et l'autre fille aussi. On a tenu un semestre. Finalement, ici, il y a Nelly qui explique comme la violence subie l'amène à avoir des soucis dans ses relations sociales. Donc, elle part d'un camarade qui a essayé d'avoir une relation avec elle et qu'elle a refusé. Et après, elle dit, quelques jours après, il m'a recontacté par message en disant qu'il voulait me voir. J'ai très clairement dit que je voulais pas, mais pendant plusieurs jours, il a insisté en permanence. J'ai fini par lui dire que son comportement était très agressif. Il n'a pas dit grand-chose à part, si tu changes d'avis, n'hésite pas à venir une fois dans mon bureau. Je ne l'ai plus jamais parlé et j'espérais vraiment ne pas le croiser à l'université. Ça ne m'empêchait pas d'aller avec des amis, mais j'y pensais à chaque fois j'y pense à chaque fois que j'y vais. Donc, on voit encore une fois comme cette violence reste présente et conditionne aussi la façon et la vie quotidienne de ces personnes étudiantes. J'ai aussi, dans le cadre de l'étude, je demandais aux personnes, est-ce que vous avez parlé des violences que vous avez vécues? Donc, il y a 56% des personnes qui ont répondu à la question et qui ont vécu de violences, qui ont dit ne pas en avoir parlé. Et 44% des personnes qui en ont parlé. Alors, les personnes qui en ont parlé, ils en ont parlé plutôt avec des proches. Donc, c'est des résultats qui se rejoignent avec les résultats d'autres études. Parmi les personnes qui n'ont pas parlé des violences, ici, vous voyez les raisons. La raison principale était parce que les personnes pensaient que ce n'est pas assez grave pour signaler. Il y a 7 personnes sur 10 qui mentionnent ça comme raison pour ne pas parler des violences. La raison suivante, c'est je voulais simplement mettre l'incident derrière moi et ne plus y penser. Et après, par la suite, ils arrivent à des autres raisons plutôt en lien avec la prise en charge des violences de la part de l'institution. Mais ce que c'est vraiment, en fait, impactante, c'est que quand même 7 personnes sur 10 qui subissent des violences, je pense que celles-ci ne sont pas assez graves. Donc, il y a vraiment une normalisation de ces violences en fait, des études récentes, donc il y a l'étude qui a été menée aux HESSO qui vient de sortir l'année dernière, qui montre que pas juste les personnes ne pensent pas que c'est assez grave, mais qu'il y a aussi une adhésion à certaines idées, certains mythes dans le cadre de la part des étudiants hommes en général. À cause des féministes, on ne peut plus dire rien. Une grande partie de ce qui est considéré comme du harcèlement sexuel et sexiste ne sont en réalité que des blagues sans conséquences. Les personnes qui se sont offensées par une blague ou un commentaire sur la sexualité sont des personnes généralement très sensibles. Donc, on voit dans les deux derniers propos une normalisation, une banalisation de ces violences qui amène à pas signaler les gestes que les personnes subissent. Donc,
Dans cette réflexion de le fait que les personnes ne perçoivent pas les violences comme graves, le fait qu'il y a des mythes, que les gens adhèrent à des mythes sur ces questions, l'idée c'était de créer un outil pour sensibiliser aux violences de genre au milieu universitaire, destiné aux personnes qui alors, étudient et travaillent dans les contextes universitaires. Et pour ça, en fait, je me suis basée sur l'outil du violentomètre, qui est un outil qui a été créé, donc c'est un outil didactique, donc ça m'a beaucoup parlé parce que comme je viens de sciences de l'éducation, j'ai trouvé que c'était un outil qui parlait aussi à ma propre discipline. Et donc l'idée, c'est un outil didactique qui a été créé en 2009 au Mexique. Donc, la personne qui l'a créé au sein de l'Institut Polytechnique National, donc une institution d'éducation supérieure au Mexico. Et en fait, le but de ce premier violentomètre, c'était d'aider la communauté de l'institution à identifier les violences de genre qui se manifestent au sein de l'institution et aussi dans la sphère privée. Donc, et les pousser à réagir face à ces violences. Et dans l'évaluation qui a été faite de l'outil, 11 ans après, en fait, il dit que le violentomètre établit une directive importante dans l'identification des acteurs et des éléments qui constituent les violences de genre. Donc, j'ai trouvé que cet outil pourrait être vraiment important et un bon outil pour arriver à sensibiliser ou à prévenir les violences de genre au milieu universitaire. L'outil de Mexico, c'est celui-là. Alors, c'est un outil, alors là, j'ai mis la version en espagnol, mais donc c'est un outil qui, en fait, prend toutes les violences de genre, qui vont des blagues jusqu'au féminicide. Donc, dans le cadre, parce que, comme je vous disais, c'est un outil qui a été créé pour le public et le privé. Ici, l'idée, c'était de créer quelque chose qui était plus parlante, qui peut être plus adapté au milieu universitaire. Et donc, j'ai créé un premier outil dans le cadre d'un projet que j'avais, que notre équipe avait eu avec la Fondation L'Oréal. Et en fait, quand ils m'ont proposé de créer cet outil, dans le cadre de ma thèse, vous vous rappelez le dernier groupe de personnes que j'avais interviewé, c'était des gens qui niaient, qui disaient qu'ils n'avaient pas vécu des violences. Et parmi ce groupe, il y avait aussi des gens qui niaient l'existence aussi du problème. Et dans le cadre du protocole d'entretien, j'avais utilisé des vignettes. Et des vignettes avec des témoignages réels que j'avais trouvés sur une page qui avait été faite à l'Université de Genève. Dans le cadre de cette page, et c'était une page anonyme qui récoltait des témoignages de violences vécues. Et en fait, j'avais trouvé que ces témoignages, c'était vraiment important, qu'une fois les personnes se trouvaient devant des témoignages de violences réelles, le discours commençait à changer en fait. On avait la discussion au cours de l'entretien commençait à changer et je ne vais pas dire que je leur ai fait changer complètement d'avis, mais c'est vrai que j'ai vu un changement dans la façon dont l'entrée à l'entretien et la façon dont ils sont sortis. Et donc, je me suis dit que c'était un bon point de départ de me servir des témoignages réels de personnes qui avaient vécu ces violences dans le milieu universitaire et pour pouvoir concevoir cet outil. Et donc, l'idée, en fait, c'était de créer des outils en utilisant les récits d'expérience, les 192 récits d'expérience et les 42 entretiens semi-directifs, et de combiner ça avec aussi les travaux consacrés à la construction d'enquêtes quantitatives sur les violences sexistes et sexuelles, notamment les travaux de Fitzgerald et aussi celles de l'étude de Essimu que j'ai citée tout à l'heure, de Bergeron et collègues. Pour l'Université de Genève, en fait, l'idée, c'était vraiment de créer... Alors, mon étude, il se base que sur des récits d'expériences des personnes étudiantes. Avec l'Université de Genève, l'idée, c'était de faire un outil qui pouvait parler
aux personnes qui étudiaient à l'université, mais aussi qui travaillaient à l'université. Et donc, c'est pour ça que, et aussi parce que ça va dans le sens des initiatives promues par le service égalité et diversité de l'université. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a collaboré à rendre l'outil plus adapté à toute la population universitaire. On a aussi changer un peu les définitions, justement pour les rendre plus inclusives et inclure aussi des définitions de violence qui incluaient aussi les LGBT-phobies. Et finalement, on est arrivé à la construction d'un outil avec 23 catégories de violence. Donc, la première partie de l'outil, c'est une partie où tout va bien. On l'a inséré après avoir créé les catégories de violence. On a inclus cette partie comme une sorte de comparaison pour avoir vraiment des items qui décrit un travail d'étude, un cadre de travail et d'études bienveillantes pour donner vraiment une base de comparaison aux personnes qui utilisent le violentomètre. Cette partie est suivie par une deuxième partie dans le cadre de laquelle, en fait, disons que les outils, les items qui rentrent dans cette partie sont des items qui ont tendance à être plutôt normalisés, banalisés dans les discussions. Et en fait, c'est des outils, oui, c'est des items et des items qui décrivent aussi certaines pratiques que sont considérées comme pas graves, en fait. Donc, dans les discussions courantes qu'on a sur ces questions. Donc, l'idée, c'était d'avoir une partie qui est quand même mentionnée que pour sortir de la normalisation, disons que c'est pour ça qu'on a mis, c'est anormal, donc pour sortir de la normalisation de ces comportements, et plus on vire vers le rouge, plus on arrive à des violences qui sont plus graves, j'utilise le terme, oui, graves entre guillemets, mais qui sont aussi considérées punissables par la loi. Donc, ça, c'est l'outil. Et l'outil a été validé. Alors, désolée, voilà. Donc, l'outil a été validé. On a envoyé l'outil à des personnes étudiantes, des personnes membres du corps intermédiaire, des personnes du membre du corps professoral et des personnes du PAT, donc du personnel administratif et technique aussi, parce qu'on voulait que toutes les personnes qui travaillent aux étudiants à l'université puissent avoir des commentaires là-dessus. Et donc, on a envoyé ça. Tous les noms sont cités sur le site du violentomètre. Et après les commentaires qu'on a reçus, on a incorporé les commentaires, les feedbacks et on a finalisé l'outil avec le service égalité et diversité, outil aussi qui a été envoyé aux RH pour des relectures et aux autres services de l'université. Donc, j'ai appelé l'outil restitution engagée de ma recherche, en fait, parce que mon travail de recherche s'inscrit dans un paradigme de recherche féministe. Et dans le cadre du paradigme de recherche féministe, c'est pas juste de rendre compte des oppressions, mais aussi d'essayer de produire des savoirs pour les groupes qu'on étudie. Et dans ce cas, en fait, j'ai fait cet outil en partant des expériences des personnes étudiantes de mon étude pour sensibiliser l'ensemble de la communauté universitaire à ces violences. Donc, c'est un outil qui était conçu pour favoriser une prise de conscience, encourager le dévoilement de ces violences, offrir aussi un espace de réflexion sur les dynamiques relationnelles en contexte universitaire. Et c'est pour ça que je l'ai appelé dans ce sens une restitution engagée, parce que c'est conforme aux approches féministes aussi, aux critiques féministes critiques et aussi de production de savoir. Bien sûr, un outil, c'est pas suffisant. Ça suffit pas pour résoudre le problème, c'est un pas. Mais
pour cela, il faut vraiment qu'il y ait un engagement institutionnel qui soit évident. L'idée d'avoir des formations et du personnel RH ou des personnes qui travaillent dans la cellule d'écoute, parce que, en fait, ce que c'est vraiment important dans le cadre de ces questions, c'est pas juste avoir un espace de dénonciation, mais avoir surtout un espace d'écoute qui est essentiel. Avoir aussi plus de transparence de la part des institutions en termes de chiffres et pas seulement en termes d'action, avec des collectes systémiques des données, avec des chiffres, des expériences, des violences qu'on subit, et utiliser ces données pour développer des interventions concrètes. Ça a été fait dans beaucoup de cas, mais dans beaucoup de cas, la partie de collecte des données, c'est pas encore, on n'en a pas encore là. Finalement, l'idée est vraiment de mobiliser toute la communauté universitaire parce que c'est l'environnement, c'est un problème systémique, c'est tout l'environnement qui doit changer, pas juste des personnes. Et il faut vraiment pour ça engager, sensibiliser toute la communauté à partir de l'écoute des besoins de la communauté étudiante aussi, parce que c'est ça que j'ai vu aussi dans le cadre des témoignages que j'ai récoltés, des besoins qui souvent ne sont pas entendus, qui restent dans les différents groupes où ces situations de violence arrivent. Et voilà, donc ça c'est un peu l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire après. Voilà, donc je vous remercie et